5900 Langue de Bois, une émission présentée par l'association Conscience et Roubaix News sur Radio Boomerang 89.7 FM. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. 5900 Langue de Bois, une émission présentée par l'association Conscience et Roubaix News sur Radio Boomerang 89.7 FM. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. Eh bien, bonjour amis auditeurs et auditrices de Radio Boomerang, bienvenue dans cette nouvelle émission de 5900 Langue de Bois. Donc voilà, aujourd'hui, comme tous les dimanches, on va aborder un thème et un sujet. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler du Liban. Le Liban qui est en ce moment ravagé par les bombardements un peu partout dans le pays. Et pour justement parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Mariana qui est écrivaine. Bonjour Mariana. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Et j'ai Tania qui est Bonjour. Bonjour Tania. Alors Tania, toi tu es étudiante en 4e année de médecine ici en France. Oui. D'accord, merci. Merci d'avoir répondu aussi à l'invitation. Sa mère aussi, tu es étudiant ici en France, je pense à Lille aussi, c'est à Lille. C'est ça, exactement. Donc merci d'être venu ici dans les studios de Radio Boomerang. Merci. Et j'ai Yuri Bergoug, représentant de l'OFCI ici à Roubaix, donc qui œuvre et qui fait des séjours solidaires, des séjours éducatif, oui, c'est ça. Ouais. Principalement en Europe. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Écoute, tu t'es rendu à plusieurs occasions au Liban. C'est un pays que tu aimes et que tu as pris quelques attaches là-bas, tu as des amis et je pense que tu as des nouvelles un peu avec le contexte actuel qui sont pas très très réjouissantes, mais on va discuter un peu de ce pays, de ce pays qui est carrément martyrisé en ce moment, ça en parle un peu dans les médias, dans la presse, mais bon. Moi j'ai eu l'occasion de rencontrer Mariana qui est présente dans le studio et qui nous dit que tous les jours il y a des victimes, c'est ça, et des bombardements mais on va parler de tout ça. Mais déjà je voudrais revenir sur un peu le lien entre la France et le Liban. Alors la France, il y a eu l'Empire ottoman, après la Première Guerre mondiale, les Ottomans ont quitté le Liban et la France a pris le relais, a administré le Liban. Donc, Mariana, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette période, la fin de l'Empire ottoman et le début de la naissance de l'État libanais? Non, Samer, il va nous en parler. Ouais. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le Liban, c'est vraiment un pays avec beaucoup d'influence. On a eu l'Empire phénicien, on a eu l'Empire perse, puis romain, puis byzantin, avant d'avoir l'Empire ottoman. Et on a vraiment des villes historiques avec des vestiges jusqu'à maintenant, donc Byblos, Saïda et Tyr, sur la rive de la Méditerranée. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant l'Empire ottoman, la France, elle avait déjà intervenu au Liban pour calmer un peu le jeu avec des tensions entre des communautés religieuses. Et c'est vraiment pendant la Première Guerre mondiale, avec petit à petit la défaite de l'Empire ottoman, qu'on avait déjà les accords Sykes-Picot en 1916, qui donnait dans le Proche-Orient une région d'influence pour la France. En 1918, la fin de la Première Guerre mondiale et du coup la défaite de l'Empire ottoman. Et officiellement en 1920, c'est la Société des Nations qui donne en fait à la France ce mandat français de gérer le Liban. Donc on a un protectorat qui s'est mis en place avec Henri Gouraud qui, dans une cérémonie à Beyrouth, a officialisé le Grand Liban en fait. Et pendant cette période, en fait, depuis 1918-1920 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on avait vraiment cette présence française. Et c'est vraiment sous l'influence en fait de pression à la fois intérieure et extérieure qu'on a eu l'indépendance du Liban le 22 novembre 1943.
dans lequel on a eu du coup une abolition du mandat et l'indépendance avec Béchar al-Khouri qui est devenu le premier président et Riyad al-Solh qui est devenu le premier Premier ministre. Donc à partir de là, ça a pris à peu près 3 ans pour que vraiment le mandat termine en 1946 quand vraiment le dernier soldat français a quitté les territoires libanais. Et à partir de là, le Liban, vraiment, il a gagné cette réputation de Suisse du Moyen-Orient en tant que capitale culturelle, économique du monde arabe, du Moyen-Orient. Et alors, j'avais une question. Alors, le Liban, il est apparu en 1920, c'est bien ça, hein, donc, mais il était un peu... il a vraiment été une région où il était un peu noyé dans le protectorat. Il y avait la Syrie, il y avait, avec les Anglais avaient l'Irak et plutôt le Koweït, tout ce qui était la partie est. La partie ouest était française. Peut-être, je sais pas, quelques précisions à ce sujet-là. Peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent pas très bien l'histoire de la région, en fait, les accords Sykes-Picot, c'est des accords qui ont fait suite au fait que la Grande-Bretagne est intervenue au Proche-Orient auprès des Arabes en fait qui souhaitaient leur indépendance de l'Empire ottoman. Donc il y avait vraiment un nationalisme arabe qui s'était développé dans les esprits dans la région et donc l'Angleterre est intervenue pour soutenir les Arabes contre les Turcs de l'Empire ottoman. Et en fait, la Grande-Bretagne avait promis aux Arabes qu'ils auraient un grand État arabe, donc qui traverserait toutes les frontières. Mais en fait, ils ont été trahis, notamment via les accords Sykes-Picot en 1916, puisque en fait, les accords Sykes-Picot, c'est des accords entre la Grande-Bretagne et la France pour se distribuer les différents pays. Donc il y a notamment l'Irak, la Jordanie, la Palestine, qui ont été donnés au Royaume-Uni, et le Liban, la Syrie, qui ont été donnés à la France dans le cadre de cet accord. Et en fait, ça a été une trahison. En fait, donc ces pays ont été donnés à la France et à la Grande-Bretagne dans le cadre d'un accord qui ferait que de toute façon, ces pays auraient leur indépendance plus tard. Mais en fait, dans chacun de ces pays, la Grande-Bretagne et la France, ça fait en sorte que... il y ait vraiment un esprit nationaliste qui se développe et que chaque pays prenne leur indépendance de façon séparée plutôt qu'il y ait une grande nation arabe qui émerge. Merci. Et d'ailleurs, la déclaration Balfour est arrivée en 1917 et a confirmé un peu dans l'esprit des Arabes ce que les accords Sykes-Picot avaient déjà semé, c'est-à-dire, la déclaration Balfour, c'est la fondation d'un foyer national juif en Palestine, qui n'était d'ailleurs à l'époque pas exactement considéré comme un État juif, mais comme un foyer national juif pour accueillir des juifs, et donc pas exactement comme un État. Merci Yuri. Mariana, oui. Moi je voulais dire que, comme toujours, les vainqueurs pendant les guerres, les vainqueurs à l'époque, comme il a dit Yuri, apportent une formule de droit international qui s'appelle le mandat. Et après, en 1943, général de Gaulle décide de reconnaître l'indépendance du Liban sous diverses pressions, bien sûr, à l'extérieur et à l'intérieur, qu'à l'extérieur du Liban. Et en 1943, vraiment, les forces alliées se sont retirées du Liban. Ouais, 1943, novembre 1943, c'est l'indépendance du Liban. Et en fait, Beyrouth, c'était considéré, pendant la Première Guerre mondiale encore, jusqu'avant les accords Sykes-Picot, c'était considéré comme la Syrie. Donc il y a beaucoup de soldats français, par exemple, qui sont morts à Beyrouth, en Syrie, si on regarde les documents. Et donc voilà, en fait, le Liban, qui est ensuite détaché de la Syrie suite aux accords Sykes-Picot, en fait, c'est le Grand Liban, c'est en quelque sorte le Grand Liban, parce qu'en fait, le Liban, c'est le Mont Liban, c'est-à-dire une région qui est peuplée essentiellement de maronites, de chrétiens maronites. Les maronites représentent la plus grosse communauté chrétienne au Liban, et des Druzes, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, la population au sein du Mont Liban souhaitait en fait avoir un Grand Liban. Sauf que le problème, c'est qu'on a Saïda, on a Tyr, et on a dans le nord Tripoli, qui sont en fait peuplés majoritairement de musulmans. Ouais, donc avoir un grand Liban qui serait gouverné par des maronites, mais où en réalité la population... on va y revenir, on en reparlera en tout cas, au moment en deuxième où il y a partie les accords d'émission. Sykes-Picot, ça pose déjà des problèmes. Mariana, oui. Oui, je veux dire, après ça, il y a eu une période très calme. Le Liban, il a très bien... vécu. Il vivait sa vie tranquillement, les Libanais aussi. Après, comme il a dit Yuri, il y a eu
on est beaucoup de religions aussi. On est pays. Elle va nous parler, Tania, tout à l'heure, de tout ce qui est religion. Et pendant cette période, après, il y a eu la guerre civile, malheureusement, au Liban. Mais juste, comment ça se passe de 1920 à 1943 avec l'administration française? Je ne sais pas, pour un peu... Parce qu'on parle rarement de cette période. Moi, si je veux parler la France, le lien entre la France et le Liban, c'est pendant cette période-là, D'accord. c'était créé. D'accord. La France, c'est l'un des principaux partenaires politiques du Liban. Après, les Libanais, c'est un pays libre. Chacun il a son idée. Après. Mais en général, la France soutient la stabilité du Liban. La France a soutenu l'unité, l'indépendance du Liban. Après la période qu'il a parlé, Yuri, vraiment, c'était une période que la France, quand elle est partie du Liban, elle a bien défendu le Liban dans tous les côtés. La France, elle était toujours la première dans plusieurs domaines. Par exemple, l'aide médicale et sanitaire, l'éducation, la reconstruction. Et surtout, ce qu'on a remarqué en 2020, la période de l'explosion du 4 août, la France elle a beaucoup aidé le Liban. Mais en général. Il y a toujours ce lien très fort entre la France. Tania, tu voulais nous parler un peu de l'histoire du Liban. Oui, déjà, je voulais parler de l'influence du mandat français pendant cette période. Déjà, notre système politique a été inspiré du modèle occidental et il a été mis en place pendant ce mandat. Donc, on a la présidence le poste est pris par un chrétien maronite. Présidence, oui, mais toujours maintenant. Toujours maintenant. Ouais. Ah, d'accord. C'est le système politique, il est toujours le même maintenant. Ah, ok, d'accord. Et c'est régulièrement les chrétiens maronites qui ont le pouvoir, non C'est toujours les chrétiens maronites qui ont la présidence. Ah, ouais, c'est pour ça. Et donc la présidence du Parlement, c'est musulmans chiites. D'accord. Et la primature, donc Premier ministre, musulman sunnite. Donc voilà. Une répartition comme ça des différentes missions gouvernementales. Et très important, c'est le chef des armées aussi est un maronite. Oui. Voilà. Oui. Tania. Et du coup, pour l'influence culturelle, le français, ça reste aujourd'hui des langues les plus parlées. C'était une langue administrative à cette époque. Il y a eu des institutions éducatives de style français, donc les lycées franco-libanais. Sa mère et moi, on est étudiants là-bas. Université Saint-Joseph. Et même pour le développement des infrastructures, ce fut une époque essentielle. Et c'est pour ça, voilà, on voit toujours le Liban comme un carrefour culturel entre l'Orient et l'Occident. Et bon, après, il y a des différentes opinions. Il y a cette occupation peut-être perçue comme un moment de modernisation, de développement du pays, soit une période de domination coloniale qui a laissé un système politique qui pose problème. Donc voilà, c'est un peu divisé entre ces deux opinions. D'accord. Et alors, on en vient à l'indépendance du Liban en 1943 et jusqu'en 1975, voilà, et ça continue, quoi. Je veux dire, le Liban vit bien, les Libanais vivent bien. On peut regarder sur des vidéos, des documents historiques. La prospérité est là pour le peuple libanais. Oui, on a très bien vécu. C'était une période en or pour le Liban. Le Liban, il est devenu le Suisse de Proche-Orient. Beyrouth était une grande place financière à l'époque. Oui, financière, touristique. On vivait très bien entre nous. Comme on a dit qu'il y a plusieurs religions, on est 18 communautés. 18 communautés. Oui, on a comme elle a dit Tania, les chrétiens, les musulmans et tout ça, elle peut définir un par un. Oui, vas-y Tania. Du coup, on a la communauté chrétienne qui comprend les maronites, grecs orthodoxes, grecs catholiques, arméniens orthodoxes, arméniens catholiques, protestants, et il y en a encore plus. Communauté juive, la communauté musulmane qui comprend les sunnites, les chiites, les druzes et les alaouites. D'accord. Ah ouais, c'est une belle composition, c'est une mosaïque de culture et alors la langue elle est commune ou il y a des dialectes qui sont bien imprégnés où il y a des facilités de communication ou je sais pas, il y a quelque chose, il y a une langue qui unit tout ce pays. On parle l'arabe, c'est un pays arabe, le Liban après tout, et on est 50% des Libanais, 100% francophones. Et il y a 30% anglophones. Mais à l'école, au Liban, dans toutes les écoles, ils apprennent l'arabe, le français et l'anglais. Voilà.
Et alors, comment ils sont répartis géographiquement? Est-ce qu'il y en a plus une communauté dans le nord, dans le sud, à l'est? Parce qu'il y a cette barrière aussi, c'est le mont Liban, c'est une chaîne de montagnes qui fait que peut-être qu'au fur et à mesure des siècles et tout ça, ça a un peu scindé justement et ça a créé des communautés différentes. Oui, par exemple, au nord, il y a plus de sunnites, mais il n'y a pas que de sunnites. Le Liban, on dit multicolore, il y a un peu de tout partout. Il y a beaucoup de familles aussi, c'est des mariages entre eux. Moi, dans ma famille, il y a 3 religions. À la montagne, il y a les Druzes, je ne sais pas si vous connaissez, si je vais expliquer un peu. Oui. C'est une religion qui croit à la réincarnation. Voilà, ils ont vraiment des traditions très jolies. Je pense que c'est un peu orienté vers tout ce qui est bouddhisme. À peu près. Oui, c'est ça. C'est pas tout à fait Ouais, ça. c'est pas À tout la à fait base, ça. c'était des musulmans. D'accord. Voilà, mais voilà, ils ont. Et après, on a les Arméniens grecs orthodoxes qui sont venus après les génocides turcs et tout ça. Ils sont descendus, revenus ils ont au traversé Liban. la Turquie, un peu la Syrie. Et donc... Les chrétiens maronites, il y avait beaucoup en Syrie qui sont venus aussi au Liban à cause des guerres, je ne sais pas, dans les pays là-bas. Le Liban, c'est un pays, on est 5 millions d'habitants, on n'est pas beaucoup, mais 5 millions d'habitants avec 18 religions, on va dire, c'est très joli. Et c'est intéressant aussi de savoir que en fait, les maronites, au Liban, en fait, ils ont un peu, ils se sentent déconnectés du monde arabe à cette période parce que en fait ils payent pas l'impôt, la zakat par exemple. Il y a plein de choses ils entrent dans une sorte de résistance passive parce que finalement les pays arabes au niveau du mont Liban ils ne les attaquent pas en fait, les maronites. Donc ils vivent un peu en autarcie, même si il y a beaucoup d'échanges, mais il y a beaucoup de choses que les chrétiens du Liban ne font pas comme les chrétiens dans les autres pays. Donc forcément ils développent leur propre identité et une certaine forme de rejet aussi de l'arabisme, en fait, puisque même aujourd'hui, par exemple, dans les montagnes, il y a beaucoup de familles de chrétiens libanais qui, en famille, parlent français et ne parlent pas l'arabe. Et il y a un rejet par rapport à l'arabisme, et on est quand même dans une période où il y a le panarabisme qui se développe, et que souhaite pas forcément que le Liban ait cette identité arabe. Et donc, en fait, comme on disait, il y a eu les différentes confessions qui se distribuent le pouvoir au Liban. En fait, c'est dans le cadre du pacte national, qui a lieu un peu avant l'indépendance du Liban. Et en fait, par exemple, à l'Assemblée nationale, au Parlement libanais, à cette époque, il y a 6 députés chrétiens pour 5 députés musulmans. Donc en fait, ils gardent quand même une certaine majorité. Ça changera plus tard, mais on en parlera après. Et notamment, il y a les distributions des différents postes de ministres en fonction de la confession. Et à cette époque, quand même, les maronites se pensent quand même supérieurs, ils pensent qu'ils descendent des Phéniciens. Au moment de l'indépendance, c'est peut-être vrai, mais en tout cas, ils rejettent un peu le caractère arabe du Liban. Et en même temps, le pacte national, ce qui est intéressant, c'est non seulement ils se distribuent les places de pouvoir, mais ils se mettent d'accord avec les autres confessions pour dire que quand même le Liban a un caractère arabe, mais que les autres acceptent que ce pays ne soit pas rattaché dans le cadre du panarabisme à la Syrie, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'habitants du Liban à cette époque qui sont de religion sunnite ou chiite et qui ne sont pas forcément chrétiens, et même des chrétiens d'ailleurs aussi, il y a des chrétiens qui souhaitent le rattachement du Liban à la Syrie. Oui. Je voulais rajouter sur ce qu'a dit Yuri, il y a un peu ce rejet de l'arabisme parce qu'à cause de la déshumanisation des Arabes, c'est un peu pour eux une façon de se protéger. C'est un peu un mécanisme de défense qui a été créé. Mais ce n'est pas que ça. Par exemple, moi, ma famille est musulmane et on habite dans un village chrétien. Ça s'appelle Salhiye, juste après Saïda. Et dans le sud, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est vraiment pas que des musulmans. Il y a beaucoup de villages chrétiens et qui sont d'ailleurs affectés aujourd'hui. Mariana ? Moi, ce que je veux rajouter, juste quelque chose pour ne pas dire les maronites, ils sont comme ça, comme il a dit Yuri. Moi, je veux juste, c'est mon opinion. Hein. Oui. Comme on dit, il y a de tout partout. Il y a une partie des maronites qui pensent comme ça. Il y a aussi des parties des musulmans qui pensent comme ça et des druzes qui disent qu'on n'est pas des Arabes. On est des Phéniciens. Ou il y a une partie des maronites qui disent non, on est des Arabes et qui se défendent pour ça. Il y a même des écrivains et tout ça. Mais ce que je veux dire aussi, jusqu'à maintenant, c'est pour ça, nous, le Liban, le pays, notre joli Liban, le pays du cèdre, il s'appelle République libanaise.
ils refusent de le nommer République arabe libanaise parce qu'il y a un conflit entre Libanais par rapport à ça. D'accord. Ils disent voilà qu'on est des Phéniciens, on n'est pas des Arabes, il y en a des Arabes, on n'est pas des... Voilà. Mais c'est pour ça on est République libanaise. Malgré tout ça, on va pas... On a assez des soucis, des problèmes non, mais- pour parler, pour régler au Liban par rapport à ça. Mais en tout cas, on vit entre nous, malgré tout ça, on a dépassé ça. Pour l'instant, il y a des choses beaucoup plus difficiles à régler. Voilà, on a réglé déjà, on s'est sorti de la guerre civile. On baisse pas les bras, on revit et on survit. Et là maintenant, on va déclencher peut-être tout à l'heure le problème de la guerre du Liban. On va en parler. Pareil, on va vivre et on va survivre. On est un pays qu'on a passé dans des périodes très 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 difficiles. Et on est là, vous voyez, on est... Alors, j'avais une question toujours pour l'espoir. Samar. Samar, toi qui es jeune étudiant ici en France, cette période prospère du Liban, ça t'évoque quoi? Parce que, bon voilà, là il y a eu une période calme jusqu'en 2006, où après la guerre civile, 90-2006, ça allait. Voilà, ça t'évoque quoi, toi, cette période de paix où tout le monde vivait en bonne entente? Bah, en fait, pour moi, après, j'étais pas encore né, mais c'est plus les échos et ce qu'on sait du Liban, c'est vraiment l'image du Liban qu'on garde nous en tête et que jusqu'à maintenant on veut garder et on veut propager. C'est vraiment cette idée à chaque fois qu'on montre que on parle beaucoup de langues, on est tous ensemble, on est amis avec tout le monde, on est vraiment, par exemple, là, c'est ce que Tania disait, on est dans un même village avec plusieurs religions certes, il peut y avoir des sujets de discordance entre Cristallisation nous. des sujets. C'est ça, ouais, mais ouais. au final, on est vraiment tous ensemble et c'est vraiment ça le Liban auquel on tient et cette période de prospérité que vraiment on nous raconte, c'est vraiment la période que j'espère que le Liban va revenir à cette période par la suite pour que nous on puisse y repartir. Bien. Mais, écoutez, le temps passe, hein, je vous propose de faire une pause musicale. Donc, on nous a proposé, alors c'est Lubnan, non, c'est Yahabbak, non, Habbak ya Habbak ya Lubnan, Lubnan. pardon, de Je Férouz, t'aime, mon je joli t'aime Liban. Donc, on va passer un extrait d'environ 4 minutes, parce que la chanson est assez longue, et on revient. Hein, je vous rappelle que vous êtes sur Radio Boomerang 89.7 FM, et c'est l'émission 5900 Langue de Bois. Tout de suite. Merci. بحبك يا لبنان يا وطني
بجمالك بحبك بفقرك بحبك وبعزك بحبك أنا قلبي عقيدي لينساني قلبك والسهرة عبابك أغلى من سني وبحبك يا لبنان يا وطني بحبك يا لبنان يا وطني بحبك بجمالك بذنوبك بسهلك بحبك تسأل شو بني وشو اللي ما بني بحبك يا لبنان يا وطني وسألوني شو صاير ببلد العيد مزروعة داير نار وبواريد سألوني شو صاير ببلد العيد مزروعة داير نار وبواريد قلت لهم بلدنا. Et on est de retour dans l'émission 5900 langues de bois et on parle tous ensemble du Liban et on a retracé un peu l'histoire contemporaine du pays avec Samar, Taina et Mariana et Yuri. Donc voilà. Alors Samar, toi on l'a évoqué ensemble, hein, c'était un petit rappel sur cette époque de la guerre civile. Et tu n'étais pas né. Et alors, qu'est-ce qui a fait que tout a commencé à partir un peu on va dire en vrille, quoi, je veux dire, parce que tout se passait bien depuis l'indépendance. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que comme Tania l'avait évoqué, on a vraiment beaucoup de religions en fait au Liban. Et certes, il y avait on a vraiment beaucoup de liens entre tout le monde, mais au final, il y avait quand même des tensions qui se créaient, à la fois internes, mais aussi externes, parce qu'on avait des influences extérieures, que ça soit avec l'Occident, mais également la Syrie, l'afflux des réfugiés palestiniens avec l'État israélien à ce moment. Donc vraiment, on avait des tensions internes qui se créaient, et vraiment, c'est en 1975 que la guerre civile, elle a éclaté, et on a vraiment eu une séparation, en fait, du Liban entre vraiment différents partis, différentes milices religieuses, des groupes armés. Et par exemple, Beyrouth a été séparée en deux. On avait Beyrouth Est, on avait Beyrouth Ouest. Ouais, à l'époque, c'était comme un mur, quoi, je veux dire. Un mur culturel, enfin un mur cultuel aussi. Les religions, tout le monde s'est séparé. Exactement. Et en fait, ça a continué pendant longtemps. Et même pendant cette période de guerre civile, l'État israélien, en fait, il a occupé le sud du Liban pendant une certaine période. Il a même atteint Beyrouth à un moment. Et vraiment, cette guerre civile, elle a duré 14-15 ans, parce que c'est au moment où la Ligue arabe a sorti les accords de Taïf en 1989 que ça a mis fin à la guerre civile officiellement au Liban en 1990. Et on a eu cette réaffirmation en fait, du séparatisme politique par rapport en fait, aux religions. Donc c'est surtout ça. Je voulais juste dire Mariana, que la guerre civile de 1975 à 1990, il y a eu 150 000 morts. Ouais, d'accord. C'est très triste. C'est énorme. Ouais. Et plusieurs villes ravagées. Beyrouth était détruite partiellement. Plusieurs fois. Et alors, oui, Tania, excuse-moi, tu voulais intervenir. Oui, je voulais juste rajouter une petite parenthèse. Je sais qu'on va revenir plus tard au sujet du contexte actuel au Liban. Mais en fait, il y a cette guerre civile, elle compte pour le contexte actuel maintenant parce qu'il y a un but de séparer les Libanais à nouveau. On compte sur les Libanais pour se battre à nouveau, mais ça va pas arriver. C'est pour ça que, par exemple, on essaie dans les médias de donner l'impression que c'est que les musulmans qui sont atteints. Mais en fait, il y a aussi les villages chrétiens qui sont atteints. Et souvent, ce qui se passe en ce moment, c'est que les réfugiés du Sud qui sont allés prendre refuge dans des villages chrétiens, ils se font bombarder là où ils se sont réfugiés. Ouais. Et personnellement, moi, mon ami de l'école, son père et son frère et sa sœur sont morts d'une frappe sur l'immeuble où ils se sont réfugiés. Et c'était dans un village chrétien. Et donc, il y a ce but de faire peur aux chrétiens, de leur dire si vous acceptez, si vous accueillez les musulmans, vous allez être atteints. Et il y a ce but d'essayer de faire des problèmes. Mais heureusement, nous sommes unis plus que jamais et ça ne va pas se reproduire. Le Sud, il est bombardé.
Mais dans le sud, à la base, avant qu'ils commencent à bombarder tout le Liban, mais dans le sud, il n'y a pas que des musulmans. Ils ont bombardé et tout. Moi, par exemple, il y a 2 jours, ils ont bombardé mon école d'enfance, où tous mes souvenirs dedans, c'est l'école, collège des sœurs maronites, antonites. Ils ont détruit tous les quartiers. Voilà, ils ont détruit les églises, comme les mosquées. Au sud, ils n'ont rien raté. Ils ont bombardé tout. Et voilà, c'est pour ne pas dire qu'ils bombardent d'un côté. Ça, c'est l'image qu'ils sont en train de donner à la télé, aux médias internationaux. Mais la vérité sur Terre, ils sont en train de bombarder tout le monde. Voilà. Oui, Yuri. Et je reviens un peu sur le contexte historique par rapport à la guerre civile du Liban. En fait, il y a aussi une rivalité. En fait, on parlait de l'arabisme, du pays qui veut représenter le monde arabe entre l'Égypte et la Syrie. Et également aussi l'Irak, plus tard. Mais en fait, Nasser, dans les années 60, il décide de créer un État unique avec la Syrie, qui s'appelle la République arabe unie. Et en fait, ça crée de graves troubles dans tout le monde arabe. Il y a une jonction à faire, oui. Bien qu'ils aient pas de frontières, continuent ensemble, ils souhaitent créer un État. Et donc, c'est un État qui ne durera pas très longtemps. Tu fais bien de le rappeler parce que ça a été quand même. Et en fait, ça crée de graves troubles dans le monde arabe parce qu'en fait, tous les peuples arabes souhaitent que leur pays rejoigne cette République arabe unie. Donc, notamment en Irak, il y a le roi qui sera donc tué. Dans le Yémen du Nord, bien que ce soit une monarchie, ils souhaitent également rejoindre la République. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en Jordanie, il y a aussi beaucoup de réfugiés comme au Liban. D'ailleurs, ils représentent la majorité de la population en Jordanie, même à cette époque. Autant au Liban, en fait, au final, c'est un pays qui restera quand même relativement en paix avec Israël, quoi. Bien qu'il y ait quelques escarmouches. Tous les fédaïns, en fait, tous les combattants palestiniens sont surtout regroupés en Jordanie et ils lancent des attaques sur les territoires contrôlés par les Israéliens régulièrement. Et en fait, ça crée un problème pour le roi parce que, étant donné qu'en fait, il y a beaucoup de combattants palestiniens en Jordanie, le roi jordanien, il se sent menacé. Il pense que qu'il va y passer et donc que les Palestiniens vont prendre le contrôle de la Jordanie. Et d'ailleurs, même les Israéliens, en quelque sorte, souhaiteraient que les Palestiniens prennent le contrôle de la Jordanie. Comme ça, ils auraient leur État. Je crois qu'il y a 40% de la population jordanienne qui est d'origine. Ouais, plus 50 même. Ouais. Même au sein de l'armée jordanienne, la majorité des soldats jordaniens sont des Palestiniens. Et donc, en fait, il y a Septembre Noir qui est déclenché. Septembre Noir, en fait, c'est le royaume jordanien qui va attaquer les camps de réfugiés palestiniens et qui va massacrer beaucoup de Palestiniens. Et en fait, même la Syrie envoie des tanks à la frontière pour intervenir en soutien des Palestiniens, parce que finalement, les Palestiniens rejoignent un peu leur rêve pan-arabe. Mais en fait, par exemple, Hafez al-Assad, à cette époque, qui est ministre de la Défense, si je ne dis pas de bêtises, refusera que l'aviation syrienne intervienne en Jordanie. Ce qui fait que, en fait, le seul espoir pour les Palestiniens, c'est la fuite, et ils fuient vers le Liban, en 1970, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait... ils sont regroupés dans des camps, ouais. Il y avait déjà des camps de réfugiés au Liban. Là, il y a énormément de Palestiniens qui sont des Palestiniens armés, déterminés, qui arrivent sur le Liban. Et sachant qu'au sein de la Jordanie, ils avaient déjà créé un État dans l'État, quand ils arrivent au Liban, ils souhaitent à nouveau créer un État dans l'État qui s'appellera la République Fakhani, si je ne dis pas de bêtises. Et ça a été un peu aussi l'étincelle de... Alors, je n'ose pas trop m'avancer, mais de ce début de guerre civile qui a commencé en 75. Tout ce qu'il a dit, Yuri, c'est vraiment qui montre qu'on est un pays solidaire, fort. On est solidaire, mais aussi on est un pays fragile. Voilà, il y a beaucoup de communautés, comme il a dit, qui ont des armes et tout. Au Liban, on est un pays très fragile. Le moindre truc, ça peut déclencher une guerre. C'est pour ça, des fois, c'est ça ce qui nous fait peur. Hein. Et qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas pu, on va pas refaire l'histoire, mais qu'on n'a pas pu désarmer justement ces gens. On peut être réfugié, venir se mettre à l'abri, mais je veux dire, est-ce que l'État libanais avait cette puissance ou cette force de pouvoir démanteler ces groupes armés?
Alors, il faut savoir déjà que les forces armées libanaises ne sont pas bien équipées, n'ont pas les financements, n'ont pas les moyens. Et c'est pour ça que c'est dur de s'attaquer à Oui, ces- de faire régner l'ordre, enfin Oui, l'ordre oui. républicain au Liban. C'est ça, c'est vraiment un problème financier. Et aussi, juste, je voulais rajouter par rapport juste à la guerre civile, pour conclure le sujet de la guerre civile, que cette fragilité, comme on l'a dit, ça a toujours été, ça a été la fenêtre qui a permis la première invasion israélienne au Liban. Ouais. Et En voilà, 82, je pense. Tout à fait. 78. 78, pardon. Ouais. En fait, si l'État libanais, l'armée libanaise n'a pas les moyens de désarmer les fédayines palestiniens, ils ont pas les moyens, à moins qu'ils veuillent créer une guerre civile anticipée. Ouais. Donc ils les laissent armés, ils les laissent dans les camps. De toute façon, ils sont dans des camps de réfugiés. Mais en revanche, ce qui dérange l'armée libanaise, c'est que ces Palestiniens, ils vont régulièrement aller attaquer les territoires contrôlés par les Israéliens, donc en lançant des katyushas ou même en menant des incursions armées. Et l'armée libanaise, en fait, vient en quelque sorte protéger les Israéliens en essayant d'empêcher des incursions. Et ça crée Ouais. encore plus de colère au sein de la population du Liban, notamment les musulmans, parce que finalement, ils voient l'armée libanaise comme juste un protecteur des Israéliens. Ouais, parce que l'État libanais se sent un peu aussi responsable, parce que c'est émis depuis le territoire libanais, donc après, ça peut, voilà, comme Ils bon. sont là pour protéger aussi le Liban. Oui, la population. Pour ouais. ne pas avoir une grande guerre comme ça s'est passé maintenant. Ouais. Entre-temps, l'armée libanaise, c'est une armée, c'est vrai, ils ont beaucoup de fierté, mais comme elle a dit, Tania, qu'ils ne sont pas très bien armés. La seule chose qu'ils peuvent faire, que de diminuer un peu la guerre où il y a beaucoup de civils qui partent comme maintenant. Et alors, justement, pendant cette période, la France revient au Liban pour maintenir. Il y avait une force de maintien de la paix qui était venue à Beyrouth dans les années 80, début des années 80. Jusqu'à maintenant, il y a les casques bleus au sud, que malheureusement, il y a quelques jours, ils étaient bombardés aussi, comme tout le monde. Et voilà, la France, elle essaye, et comme il a dit notre président Macron, qu'il faut cesser le feu pour ne pas s'approcher vers les civils. On est tous pour ça, hein, mais on aimerait bien que on le voit dans nos propres yeux, parce qu'il y a tous les jours encore des civils qui sont en train de mourir. Voilà, même comme on a dit, tout le monde est pareil, hein, on est tous des êtres humains pareils, mais quand ils bombardent aussi les maisons des artistes, les maisons des... comment ça s'appelle, des médecins, les hôpitaux et tout ça, ça veut dire qu'il n'y a personne à l'abri. Hein. Oui, oui. En fait, quand ils s'attaquent un peu, enfin, entre guillemets, aux gens de culture, aux Oui. intellectuels, Tout pour ça. justement essayer de fuyer, ne pensez pas, quoi. je dis. Les anciennes maisons, les anciennes maisons traditionnelles, il y a une maison qui est plus que 150 ans en arrière. Il y a l'ancien souk à Nabatieh, une ville qui s'appelle Nabatieh. C'est un ancien souk. Maintenant, tous les Français savent qu'est-ce que ça veut dire souk. C'est traditionnel. Et à l'époque, quand il y avait les Français au Liban, c'est eux qui ont construit ça. Du coup, même les endroits touristiques, ils ne sont plus. Ils ont détruit des villages entiers. C'est pour ça, nous, en espérant toujours que ça se règle, parce qu'il faut que ça s'arrête. Comment ça va se faire, je ne sais pas. On n'est pas des politiciens, parce que je pense que même les politiciens très importants, même peut-être le président Macron, à peine ils vont comprendre qu'est-ce qui se passe au Liban, parce que vraiment, c'est très, très compliqué pour gérer cette situation. On aimerait bien que ça s'arrête. Comment? On ne sait pas. On n'est pas des politiciens, mais nous, en tant que Libanais, on pleure tous les jours parce qu'on voit ce qui se passe. C'est très triste. Avec 5 millions d'habitants, un petit pays de 10 452 mètres carrés qui est bombardé de tous les côtés. Voilà, la solution, on ne sait pas c'est quoi, mais on reste solidaire. On a toujours l'espoir quand même. Tania. Oui, je voulais parler de l'ONU et de la FINUL qui a été créée en 1978, justement suite à l'invasion israélienne du Liban, pour surveiller le retrait des forces israéliennes et rétablir la paix. Et donc, ils ont renforcé la résolution 1701 en 2006.
C'est quoi cette résolution ? C'est la cessation des hostilités, le retrait des forces israéliennes du sud et qu'elles soient remplacées par les forces armées libanaises et les forces de la FINUL. Et justement, en 2006, ils ont été renforcés, l'effectif a atteint 15 000 soldats. Et du coup, ils ont créé cette zone sans armes qui est entre le fleuve Litanie et la ligne bleue. Et voilà, malheureusement, comme a dit Mariana, le 10 et le 11 octobre 2024, les forces israéliennes ont tiré sur la FINUL. Il y a eu 2 soldats indonésiens blessés, 2 sri-lankais. Et voilà, c'est leur quartier à Ras El Naoura qui a été frappé. D'accord. Et cette présence de la FINUL, comment elle est ressentie dans le sud Liban? Yuri, toi qui t'es rendu à plusieurs reprises dans le sud Liban. Bah en fait, il y a une partie du sud Liban où personne n'a le droit d'accéder. Ah bon? Enfin, personne. Ah, les d'accord. Libanais peuvent accéder, mais quand on est de nationalité Oui. étrangère, on peut pas Ah, ok, accéder. une zone. Ou même les Palestiniens ne peuvent même D'accord. pas accéder, Nous, on même peut. les réfugiés palestiniens ne peuvent pas, mais les Libanais peuvent. Et c'est la partie où il y a les plus gros contingents de la FINUL, voilà, donc... Et alors comment ça se passe? Il y a une des très checkpoints il y a une très bonne relation Mm. entre les casques bleus et les Libanais. Une relation super Oui. sympa. Même il y a des mariages. D'accord. Entre eux, il y a Ah oui, beaucoup bah oui. oui, Force. de tous Ouais. les pays qui sont mariés avec les Libanaises et les Libanais l'inverse. Et mais comme il a dit Yuri que voilà, c'est un endroit un peu à l'écart parce que c'est vraiment à la frontière D'accord. qu'il n'y a pas tout le monde qui peut avoir accès. Oui, Yuri. Ouais, et puis on disait qu'en fait c'était une zone sans armes, donc effectivement il y a les forces armées libanaises qui sont présentes sur place, il y a la FINUL, mais enfin il y a aussi le Hezbollah qui bien sûr est sur place. Et théoriquement, la FINUL doit récupérer les armes. S'ils découvrent qu'il y a des armes, d'accord. des Ouais, c'est une livraisons force de maintien de la d'armes, paix. Ouais. ils sont censés récupérer les armes, mais en fait, ils récupèrent les armes et le Hezbollah exige de les récupérer et ils les récupèrent en fait. Ah, parce ok. que le Hezbollah est tellement puissant que même la FINUL n'ose pas vraiment s'y frotter Ouais, ou parce que- souhaite pas créer des tensions avec le Hezbollah. Ouais, ce serait le but inverse, voilà, de. Voilà, ça créerait de la guerre alors qu'ils sont là pour créer Oui, la guerre. Tania. Oui, après, moi, par rapport aux zones sans armes, moi, le village de mon père, c'est Kfar Chouba, c'est vraiment aux frontières. Et on a toujours l'occasion de les voir. Donc, on a vraiment de voir les casques bleus. On a une très bonne relation avec eux. Après, c'est vrai que la FINUL, ils n'ont pas beaucoup de... J'ai l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, que ce soit d'exercer de la pression soit sur le Hezbollah ou sur les forces israéliennes. Parce que moi, mon village, Kfar Chouba, depuis 2006, il est toujours bombardé au moins une fois par an. Il y avait toujours des tensions aux frontières et ça n'a jamais cessé. D'accord. Oui, pour dire juste quelque chose, c'est comme l'a dit Tania pour confirmer que c'est pas seulement cette guerre-là qu'il y a des bombardements. Hein. Les bombardements, c'est tout au long de l'année. Hein. Tout le temps. Ouais, c'est-à-dire. Tout le temps, il y a des bombes qui descendent sur Même les là, civils. depuis Depuis- avant. Ah ouais. Oui. Ça, Ouais, c'est c'est comme- la grande guerre, c'est maintenant. Hein, Hmm. Mais tout au long de l'année, il y a des Donc, bombardements, il y a des blessés, il y a des morts. Et on sort, on des- est susceptible de recevoir oui, une bombe. on ne peut pas savoir à Ah, quel d'accord. moment. Ouais. Un Français ou un Européen, je vais comparer un peu, il sort, il pense qu'est-ce qu'il va faire après pour l'avenir et tout ça. Un Libanais, il ne sait pas s'il sort des fois de la maison, qu'est-ce qui lui arrive. Des fois, on pense juste jour par jour, des fois. Surtout les gens qui habitent à la frontière. Hein. Oui, On ne sait pas quand ça déclenche, quand... Voilà. Et puis je- c'est encore pire que ça parce qu'en fait pendant la guerre civile et les différentes guerres en 2006, les Israéliens ils ont reçu des livraisons d'armes américaines, notamment des bombes à fragmentation qui étaient expirées. C'est-à-dire qu'il y a une date d'expiration, après on n'est plus censé les utiliser, Ouais. ces bombes. Mais les Américains voulaient visiblement s'en débarrasser, ils en ont profité pour s'en débarrasser auprès d'Israël. Et Israël, en fait, quand elle a bombardé avec ces bombes à fragmentation, il y en a énormément, une grosse quantité de ces bombes à fragmentation. Enfin, ça diffuse plein de petites bombes, et il y a plein de ces petites bombes qui n'ont pas Qui explosé traîne un peu partout. et qui traînent partout. Et bon, il y a eu des opérations de déminage, notamment, je crois, de la FINUL, la France, qui a beaucoup aidé à ce niveau-là, mais c'est des millions de petites bombes qui sont un peu partout, et il en reste encore aujourd'hui, quoi. Et alors, moi j'ai une question pour Tania et Samar. Les jeunes Libanais, les adolescents, les jeunes adultes, je sais pas, ils s'amusent, leur vie, c'est quoi, se projeter
Est-ce qu'ils sortent comme des jeunes normaux, enfin normaux entre guillemets, je sais pas ce qui est normal, mais voilà, comment ils profitent un peu de la vie, de la jeunesse? Alors non, pas du tout. Ah ouais, d'accord. Déjà, faut dire que nos parents, ils ont grandi avec toutes ces guerres-là, ils sont habitués. C'est horrible à dire, mais vraiment, ils sont habitués. Moi, ma mère, elle n'a pas peur. Elle est dans le sud, elle n'a vraiment pas peur. Mais la famille de mon père qui était à Kfar Chouba, ils ont juste pris l'habitude. Ok, quand ils se font bombarder, ils quittent Kfar Chouba, ils viennent à Saïda et voilà. Ils attendent que ça passe. Ouais, ils ont vraiment pris l'habitude. Alors moi, ma génération, notre génération ne s'est pas habituée à ça. Donc déjà, moi, ma ville Saïda, là où il y a mes amis du lycée, mes amis d'enfance, ils sont perturbés déjà par les sons des bombardements qu'ils entendent constamment. Ouais. Ça, ils sont pas habitués. Je compare par exemple à mes parents, eux, ils sont habitués. Ça le dérange pas autant. Ils ont pas, là, l'école, les écoles publiques, là maintenant, elles ont toujours pas repris. Les universités, les lycées. Donc voilà, pour tous les gens qui sont un peu plus défavorisés, qui n'ont pas l'argent d'être dans des écoles privées, là ils se retrouvent sans éducation, ils savent pas qu'est-ce qui va se passer dans leur avenir. Ça marque comment que ça se passait, toi, quand tu étais enfant au Liban, le quotidien? Tu allais à l'école, il y avait des événements familiaux, comment vous vous déplaciez? Est-ce qu'il fallait dire, bah tiens, il est l'heure, ça va bombarder, on va passer entre les obus Enfin, c'est un exemple que je donne en rigolant, mais voilà, c'est pas marrant, quoi. Je veux dire. Bah, en fait, en général, on essaie au maximum de vivre comme s'il n'y avait rien autour de nous, que tout allait bien. Parce que même si des choses arrivaient, on essayait à côté de ressentir, de vivre une vie normale. On allait à l'école normalement, on sortait avec nos amis normalement, on pouvait aller un peu plus loin dans tout le Liban, etc. Après, il y a eu plein d'événements au Liban. Hormis les guerres extérieures, il y a eu aussi des problèmes intérieurs, etc. Pour autant, on a vraiment cette image de, oui, le Liban, on est le phénix qui renaît de ses cendres, on va toujours se relever. Et donc vraiment, à chaque fois qu'il se passait quelque chose, peut-être ça mettait peut-être en pause temporairement notre vie, mais on essaie au maximum de reprendre notre vie normale juste après. Après, bien évidemment, si ça allait beaucoup plus loin, on était, comme elle a dit Tania, nous, notre génération, on n'est pas habitué à ça, donc on était beaucoup plus dans la peur et se dire qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va mourir, on n'a pas envie de mourir, on a envie que ça cesse, etc. Alors que nos parents, ils étaient beaucoup plus en train de nous rassurer. Même si au final, c'est pas parce qu'ils l'ont déjà vécu avant que ils sont totalement habitués et que ils devraient continuer à vivre ça actuellement, quoi. Mariana? Moi, ce que je vais dire, moi je suis un peu plus âgée que Tania et sa mère. J'ai vécu la guerre. Oui, tu as connu un peu cette période où c'était un peu plus calme. J'ai connu la période calme et j'ai connu la période de guerre, de toutes les guerres. J'ai vécu la guerre de 2006. Aussi au Liban et j'ai vécu un tout petit peu la guerre civile et j'ai vécu mon village était à moitié occupé et moitié libre Occupé par l'État israélien. D'accord. Du coup il était tous les jours il y avait des bombardements. J'ai vécu des choses très très difficiles. Quand j'avais 5 ans j'étais blessée. Et là ça va mieux, mais voilà, ça reste des souvenirs. Mais ce que je peux vous dire, que cette guerre, maintenant, c'est plus dur que toutes les guerres qu'on a passées, que j'ai passées de toute ma vie. Avant, quand il y avait une bombe, on l'entend, par exemple, dans une autre ville, on l'entend à peine. Il reste quelque chose dans la maison. Un peu, là, les armes qu'ils sont en train d'utiliser, je pense que c'est des armes très graves. Même une bombe, elle peut détruire un quartier ou la moitié d'un village. Ça a un gros impact au sein d'une ville ou un village, quoi. Cette guerre, elle est très lourde pour nous, pour la supporter. Je ne sais pas comment les enfants ils vont continuer à vivre normal après. Nous, en espérant toujours que après une année de guerre, que ça s'arrête, parce que c'est long. Voilà, et par notre solidarité, toujours, on compte sur notre solidarité libanaise, parce que tous les Libanais, ils ont accueilli leurs frères, leurs sœurs dans leur maison, dans leur quartier. Voilà, on ne baisse pas les bras, on va survivre sûrement. Et alors, Yuri, on le rappelle, hein, toi qui as fait des séjours au Liban, tu penses que le gouvernement Macron français
prend les choses à bras le corps et fait le nécessaire pour justement un peu tempérer cette mauvaise ardeur et cette guerre initiée par l'État israélien. Bah, en fait, je pense qu'aussi, il fait pas assez. Bien sûr qu'il fait pas assez, mais aussi on n'a pas forcément les leviers, parce que, enfin, la plupart des armements israéliens, 70% de l'armement israélien, il vient des États-Unis. En réalité, le levier, c'est le levier américain. Après, dans les coulisses diplomatiques, je sais pas ce qui se passe. Ouais. Personne ne sait ce qui se passe, à part le gouvernement français lui-même. J'espère que le gouvernement français il fait son maximum. Pour Mais pour limiter l'accès aux armes. C'est ça, mais en même temps, quand 70% de l'armement israélien c'est américain et qu'il y a un gros pourcentage qui est aussi manufacturé par les Israéliens eux-mêmes, en fait, le levier c'est les Américains. Après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre la France peut pas faire grand-chose d'autre à part peut-être intervenir militairement directement, mais alors là on se mettrait à dos beaucoup de personnes dans le monde, alors que la France est déjà pas forcément dans le cœur de beaucoup de pays. Donc moi je pense que Macron il y a une place de président que moi j'aimerais pas avoir. Donc heureusement que je l'ai pas. Bon, mais de toute façon, on va parler juste après. On va faire une deuxième pause musicale. On va parler de nous ici en France, ce qu'on peut faire et comment on peut soutenir les Libanais déjà ici en France et les Libanais au Liban. Donc alors Mariana, pour le titre, c'est Lazem. Julia Boutros. On met Julia Boutros. Oui. Ok, d'accord. Donc alors Julia Boutros. Notre jolie chanteuse libanaise. Alors Julia Boutros, le titre c'est Rabat Sham El. Oui, allez, appuie. C'est ça? Oui. Voilà. Rabet Shams al-Haq. Bien, c'est mieux. Moi, ça veut dire le soleil de justice. D'accord. Bon, ok, couché, on écoute. À tout de suite alors. À tout de suite. والعدل مصلوب عم ينزو في السلام كلن يا جنوب باعوا كل كلام والعدل مصلوب عم ينزو في السلام شو همنا لحروب شو همنا لحروب رح نبقى نحنا هون ويفنى كل الكون رح نبقى نحنا هون ويفنى كل الكون ولينا سحاب فيك نتراجع بنرفض قولوا بنرفض قولوا والشعب
من غدر الزمان من ويل الحروب ومن لوعة الحرمان وما تخاف يا جنوب من غدر الزمان من ويل الحروب ومن لوعة الحرمان ومع كل اللي صار مع كل اللي صار رح تبقى إلنا الدار يرجع شجر الغار رح تبقى إلنا الدار يرجع شجر الغار يزهر كرامي بأرضك بنرفض قولوله بنرفض Et on est de retour pour cette dernière partie de l'émission 59 sans langue de bois sur Radio Boomerang 89.7 FM. Alors, juste, Mariana, alors les paroles de cette chanson, ça évoque quoi? Cette chanson, elle commence par dire « On refuse de mourir ». Il faut dire au monde entier qu'on on refuse de mourir, on va vivre et on va continuer à vivre malgré tout ce qui se passe. Voilà, c'est dit. Merci Mariana. Yuri, tu voulais revenir sur la position du président Macron par rapport au Liban et de ce qui se passe actuellement? Alors, il y a la politique de Macron à l'échelle internationale, ce dont je viens de parler, mais il y a aussi la politique de Macron, la politique moyen-orientale, proche-orientale, en réalité, qui s'applique à la nation. Quand il y a des personnes qui sont criminalisées dans leur liberté d'expression, par exemple, moi, c'est quelque chose sur lequel Macron peut faire quelque chose. Enfin, il peut agir. Donc, il y a eu un représentant de la CGT, notamment sur l'île, qui a été quand même gravement condamné pour des propos sur un tract. Mais en fait, la guerre de l'information, on l'a plus ou moins déjà perdue à partir du moment où, sur les chaînes de télé nationales, il y a des personnes qui font la promotion de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, et qui a absolument aucune conséquence pénale. Pourtant, la promotion, l'apologie du crime de guerre, c'est interdit dans les médias. Ça n'a pas été étendu à toute la population, mais c'est interdit dans les médias, c'est absolument interdit. Donc, qu'on ait des procureurs à la solde de Macron, bah, c'est normal, mais sachant qu'ils sont à la solde de Macron, Macron peut faire quelque chose pour empêcher ce type d'expression de se réaliser, sachant que, de l'autre côté, n'importe quoi est considéré comme de l'apologie du terrorisme. Ouais. Par exemple, on pourrait dire que voilà, la mort de Yahya Sinwar, ben, pour moi, ça me rappelle celle du chevalier Roland. Ben, ça pourrait être considéré comme de l'apologie du terrorisme. Pourtant, Marc Trevidic, qui est l'un des architectes de la loi sur l'apologie du terrorisme, dit aujourd'hui qu'il y a clairement de l'abus judiciaire sur le qualificatif d'apologie du terrorisme, parce qu'en fait, en réalité, l'apologie du terrorisme a été, dans les années 2000, étendue à toute la population, en réalité pour empêcher le recrutement de terroristes dans pour des organisations terroristes. Sauf que quand on tient ce type de discours, de dire que voilà, le Hamas est un groupe de résistance qui résiste contre Israël et que le Hezbollah est un groupe de résistance qui résiste contre Israël, ben c'est considéré comme de l'apologie du terrorisme. Alors qu'il y a des franco-israéliens qui participent justement à des faits de guerre qui sont pas qualifiables de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Tout à fait, alors que bon, je connais pas beaucoup de Français qui sont engagés auprès du Hezbollah ou du Hamas. Donc, c'est des organisations réellement nationales, le Hezbollah et le Hamas, dont les recrues locales suffisent pour l'effort de guerre. Donc ça n'a pas du tout pour objectif de recruter des terroristes. À partir du moment où certains considéreraient ces groupes comme terroristes. Merci Yuri. Notamment les Nations Unies. Enfin, pas les Nations Unies, mais l'Union Européenne, par exemple. Ouais, tout à fait. Il fallait le dire et le relever. C'est pas Yuri. Parce que l'Union Européenne qualifie ces groupes de terroristes que tout le monde est obligé de les qualifier de terroristes. En fait, c'est pas une définition légale, c'est une définition en termes de financement, eux, de leur part. Et voilà. Merci Yuri.
Moi, je vais Mariana. parler d'autre côté parce que moi, je ne parle pas politique. Ouais, non. Je laisse les gens parler politique. Mais je veux dire quelque chose par rapport à la France, que nous, en tant que Libanais, avec mes chers étudiants qui sont avec nous, on est un peuple reconnaissant. Même si l'effort n'est pas beaucoup de côté de la France, malgré tout ça, on est reconnaissant. Ça suffit que, c'est vrai, on est dans un pays libre, on a le droit de manifester, on a le droit de tout, mais ça suffit de nous accorder des manifestations tous les samedis ou bien qu'on parle, en dire notre opinion, et ça, on est reconnaissant. On peut dire merci. Voilà, la préfecture, elle nous accorde, n'est-ce pas, tous les samedis Oui. à se réunir devant la place de la République. À Marseille, pareil, les Libanais, ils se réunissent tous les dimanches et les samedis. Ils font. Nous, on est un peuple vraiment reconnaissant, malgré le peu qu'il est fait. On sait que peut-être la France, elle peut faire plus pour nous soutenir, comme toujours, pour qu'on s'en sorte de cette guerre horrible. Après, question politique, on ne sait pas, parce qu'on n'est pas des politiciens, on ne sait pas parler politique, mais on parle, nous, tous, par rapport à tout ce qui est humain. Et merci la France, malgré tout ça. Et on croise le doigt pour qu'elle fasse plus d'efforts encore et encore pour que ça s'arrête, parce qu'il y a tous les jours des civils qui partent. D'accord. Voilà, merci. Et je veux dire merci à tous les Français qui aiment le Liban et qui défendent le Liban de tous les côtés. Et ils savent l'histoire du Liban. Youla Youri, merci. Il connaît très bien l'histoire du Liban, plus que les Libanais. C'est génial. Voilà. C'est ça ce que je voulais dire. Et alors, nous, à notre modeste échelle, ici à Roubaix, ou dans le Nord, en France, qu'est-ce qu'on peut faire voilà, pour aider, pour, je sais pas, soutenir, même remonter le moral voilà. Déjà, voilà, j'ai tenu à faire cette émission aussi, parce que je me suis rendu aussi à des rassemblements et j'ai vu que voilà, il y avait quand même... C'est les étudiants Ouais. qui sont en train de tout faire pour aider leur famille au Liban. Ouais. Mais là, ils peuvent parler Ouais. par rapport à ça, parce qu'ils font beaucoup d'efforts avec les minimums De choses ressources. qu'on a, Ouais. On n'a pas beaucoup de ressources. Et mais alors, voilà. oui, ma question c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, première chose, moi je trouve ce qui est le plus important, c'est vraiment d'informer au maximum notre entourage. Et c'est vraiment ce point sur lequel j'insiste au maximum, que ce soit sur les réseaux sociaux ou quand je vois des gens de mon entourage, c'est vraiment leur informer de ce qui se passe réellement, parce que on l'a bien vu, les médias ne parlent vraiment pas assez de ce qui se passe, et parfois ils ne montrent pas la réalité des choses. Donc montrer le contenu d'une manière brute, non biaisée de ce qui se passe exactement là-bas, pour moi c'est un des points les plus importants pour que les gens ici, déjà ils fassent leur propre avis en fonction de choses objectives qu'ils peuvent voir, et par la suite potentiellement nous aider, manifester avec nous. Et donc la deuxième chose sur laquelle on insiste, c'est par exemple à Lille, chaque semaine, chaque samedi, on organise une manifestation pour demander un cessez-le-feu à la fois au Liban et en Palestine, à Gaza, où on a vraiment énormément de personnes qui se rassemblent, que ce soit des étudiants, que ce soit des familles, que ce soit des Français, des Libanais, des Palestiniens. On est vraiment beaucoup à être là pour demander cela, et c'est quand même très important en tant que personnes qui connaissent des Libanais, de les soutenir, d'être là pour eux, pour les écouter, etc. Moi, je voulais rajouter, surtout insister, comme Yuri, il a dit qu'il y a vraiment une guerre d'information maintenant. C'est comme s'il y a vraiment des efforts pour maintenir un silence, pour cacher ce qui se passe vraiment. Et la vraie résistance, la vraie soutenance du peuple libanais, ça commence par informer, par insister même pour à ne pas tomber dans le jeu de manipulation par les mots. Par exemple, ce n'est pas une guerre à Gaza, c'est un génocide qui est en cours selon beaucoup d'experts. Je ne parle pas de mon avis personnel. Et c'est un génocide, on a peur, qui s'étend au Liban. Nos peurs sont légitimes. C'est vraiment... Voilà. Et bien sûr, essayer de donner dans ce qu'on peut donner, d'aider les Libanais, mais c'est surtout d'informer notre entourage et de montrer la vérité. Et il y a un réseau de solidarité, si on veut faire par exemple un don pour une association qui peut-être transfère ça au Liban, enfin je sais pas.
En fait, par exemple, il y a la Croix-Rouge qui a ouvert ses dons à la communauté internationale parce qu'il y a énormément d'associations qui sont plutôt ouvertes aux dons au sein du Liban. Par exemple, des familles qui ne sont pas touchées qui vont essayer d'aider des familles du coup, du Sud, etc., qui sont touchées ou autres. Mais par exemple, il y a la Croix libanaise qui a ouvert ses dons et du coup la Croix-Rouge, pardon, la Croix-Rouge libanaise qui va apporter les soins de premier secours, etc., aux blessés. Donc on a par exemple ça. Après, en général, à Lille, des fois, il y a des collectes, que ça soit de médicaments ou de vêtements qui se font. Et en général, c'est plutôt entre nous, on se le raconte, on dit à des gens qu'on connaît, etc., que ça arrive. Moi, j'ai fait appel à la Croix-Rouge libanaise quand j'étais à Saïda une fois parce que j'avais fait un vagal. Ils sont arrivés très vite, très sympathiques, ils parlaient même français. Et enfin, moi, je peux que recommander de soutenir la Croix-Rouge libanaise. Je trouve qu'ils font un travail remarquable. Moi, je vais parler pour le Croix-Rouge, Oui. le Croix-Rouge libanais, et qu'ils étaient bombardés aussi parce qu'ils font un travail extraordinaire. Ils sont allés même à la frontière pour récupérer les civils blessés et tout ça. Malgré tout ça, même si c'était Croix-Rouge et c'est marqué sur les voitures Croix-Rouge en grand partout, ils étaient bombardés aussi, malheureusement. On va les remercier, on sait qu'on compte beaucoup sur eux. Et voilà, ce sont des gens extraordinaires. Tania, peut-être un dernier mot pour... alors non, une question plutôt. Est-ce que vous avez des nouvelles de vos jeunes camarades qui sont restés au Liban, par les réseaux, tout ça, est-ce que vous discutez avec eux? Est-ce que ça a un impact, ça leur remonte un peu le moral, vous, depuis la France, où vous faites vos études? Oui, alors oui, on leur parle au quotidien. Alors c'est très compliqué parce que d'un côté, eux, ils sont contents pour nous, qu'on soit pas là. Ils sont vraiment contents. Et nous, on se sent coupable d'être là, d'être en sécurité. J'ose même plus me plaindre d'aller en cours parce que eux, maintenant, ils ont plus ce privilège d'aller en cours. Alors, des fois, c'est calme. Des fois, je reçois des messages je t'aime au cas où je peux pas te le redire. Et ça, c'est horrible. Et on sait pas quoi dire. Et c'est ça qui est affreux dans cette situation. Mariana? Je veux raconter quelque chose qui s'est passé avec moi quand j'étais petite, où mon village était bombardé et mes voisins qui sont morts, des enfants et tout, et moi j'étais blessée et tout ça. Un jour, j'ai demandé à ma maman, maman, est-ce que les gens ils savent au monde que nous on vit comme ça? Est-ce que tout le monde sait? Elle m'a dit oui, bien sûr. Il y a au monde entier, en Europe, partout, il y a des gens qui sont au courant de ce qui se passe et ils sont en train de parler de nous pour nous aider, pour s'en sortir. Et là, maintenant, ce que je veux dire, les Libanais sous les bombes, ça suffit qu'ils sachent qu'il y a des gens qui parlent de leur histoire sans connaître leur nom, leur prénom. Comme maintenant on parle par rapport à eux, on les défend. Pour eux, ça leur fait plaisir. C'est ça ce que je vais passer, ce message-là. Ça se fait même chacun de son côté. Même quand on est triste par rapport à eux, même quand on leur donne un peu de morale, et ça leur fait du bien, je suis sûre. Oui, peut-être. Moi, je souhaiterais faire un petit rappel parce qu'effectivement, on a parlé de Macron, de la position de la France, qui est en fait un peu la position de l'Union européenne en général, parce que tout le monde essaie de s'aligner. Et c'est dommage, mais après, il y a le Royaume-Uni, c'est encore pire. Enfin, pourtant, il y a eu des millions de manifestants. C'était une marée humaine dans les rues de Londres. Ça n'a pas empêché qu'en fait, en réalité, au Royaume-Uni, le gouvernement tient des propos totalement inacceptables. Ah ouais, non, mais c'est totalement absurde, enfin, de la folie. Mais il faut aussi peut-être parler des pays arabes, je trouve, parce qu'on n'en parle pas assez. Il y a les pays qui se font bombarder par Israël et il y a les pays qui se font pas bombarder par Israël. Je laisse les auditeurs tirer leurs propres conclusions de ce qui se passe. Les pays qui se font pas bombarder par Israël, il y a l'Égypte, il y a la Jordanie, il y a l'Arabie Saoudite, il y a l'Algérie, il y a le Maroc, il y a la Tunisie. Enfin voilà, et il y a les pays qui se font bombarder par Israël et voilà, je vous laisse tirer vos propres conclusions de qui soutient surtout réellement le Liban et la Palestine. Voilà. Dans cette guerre. Pays bombardés ou pas bombardés, je parle des pays arabes, on est très déçus. Nous, comme Libanais, on est très déçus. Il y a un manque de soutien. Et il y a un grand manque de soutien. Vraiment. Moi, je pense que les Européens bougent plus.
des manifestations qui bougent dans les pays européens, aux États-Unis, plus que dans les pays arabes. On est très déçus. C'est pour ça, à revenir à ce qu'on a parlé au début, il va y avoir beaucoup plus de Libanais qui vont refuser de dire avec le temps qu'on est des Arabes. Ils vont revenir dire qu'on est des Phéniciens parce D'accord. que vraiment, il nous a laissés dans une situation catastrophique et on trouve que c'est pas assez. Ouais. Voilà. Il suffit pas de le dire, dans les actes, il faut soutenir Il n'y a aussi. pas des actes. Il y a quelques, avions qui donnent des aides et tout ça. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Seulement, nous, on a vraiment besoin qu'ils soient tous solidaires pour dire Stop. cessez les feux. Stop, ouais. Parce qu'ils ont des bonnes relations internationales. Il y a des pays arabes, ils ont des relations. Il y a des leviers pour Oui, faire cesser tout ça. Mais non, on est très déçus. Vraiment. C'est très triste ce Ouais. qu'on dit, mais voilà. Et après, effectivement, je parlais des manifestations qui, à mon avis, ont un impact très limité. Il y a beaucoup de choses à faire, il faut être créatif. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne se sentent pas légitimes, mais qui ont besoin de rejoindre ces différentes places de pouvoir qui existent, notamment à l'Union européenne, surtout pour des jeunes qui sont de la région lilloise. Voilà, essayer de faire en sorte de travailler à l'OTAN, essayer de faire en sorte de travailler à la Commission européenne, dans le service d'action externe, essayer de travailler aussi dans les universités, dans les écoles de sciences politiques, essayer d'influencer les futures générations à soutenir le camp du droit, le camp de l'humanité. On a chacun une responsabilité, c'est pas une course, c'est un marathon. Quand on n'a pas la bombe nucléaire, on n'a pas des avions de chasse, on a nos cerveaux et notre bienveillance. Donc travaillons chacun aussi de notre côté pour faire avancer cette cause. Ce qu'il a dit, Yuri, merci pour les conseils, mais ce que je veux dire, en France, après l'explosion du 4 août, il y avait 1500 étudiants en France. Libanais. Rappelle-nous, l'explosion du 4 août, c'était Le 4 août. C'était En 2020. en 2020, oui. En 2020, c'était L'explosion il y avait du un port. stockage, il y avait un stockage Voilà. de nitrate ou je sais pas. Voilà, il y Ouais, avait c'est ça, ouais. la grande explosion là. À la base, il y avait 1500 étudiants en France, libanais. Là, maintenant, il y a plus que 3500 étudiants libanais en France. La France, elle a fait beaucoup de facilités pour les étudiants libanais, tout ça. Ils sont venus pour faire leurs études, comme tout le monde le sait. Mais la guerre qui est arrivée là, c'est devenu brutal. Ils n'ont pas l'habitude. Ils ne savent pas quoi faire. Là, ce qu'il dit, Yuri, d'accord, ils peuvent faire plus que chose, mais on n'a pas l'habitude la guerre, c'est venu comme ça et on n'était pas prêts. Et les étudiants, ils sont là pour faire leurs études, pour devenir des médecins, des ingénieurs, des journalistes. C'est pas vous savez, un médecin pour qu'il devienne médecin à l'école de médecine, il n'a même pas une minute pour respirer. C'est des études très lourdes. D'un coup, il y a la guerre qui arrive. Ils vont consacrer un petit peu de temps ou beaucoup plus de leur temps pour ça. C'est vrai, on ne connaît pas très bien comment ça marche les choses, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est très difficile pour nous pour faire des choses. Je pense qu'après, chacun a des compétences et doit mettre ses compétences au service de la cause, en fait. Oui. Donc, s'il y en a qui ont des compétences en médecine, je sais pas, former à distance des personnes là-bas pour faire les premiers soins de combat, premiers secours de combat, des choses comme ça, pour pouvoir soutenir la population. Chacun a des compétences et peut et doit les mettre au service de la cause d'une manière ou d'une autre. Voilà. Peut-être Tania ou Samar, un dernier mot de la fin, parce que on pourrait parler de tellement de choses de ce magnifique pays, mais le temps nous fait qu'on va passer à une autre émission là d'ici peu. Alors, un mot de la fin, un mot d'espoir. Alors tout ce qu'on demande, c'est qu'on n'oublie pas le Liban, qu'on n'oublie pas la Palestine, qu'on dise la vérité. Et voilà, c'est vraiment tout ce qu'on demande. Et on espère un cessez-le-feu. Samar. Ouais, exactement. On veut un cessez-le-feu le plus rapidement possible et continuer à partager, continuer à interagir avec nous. N'hésitez pas à demander des informations à des personnes que vous pensez ils s'y connaissent mieux, etc. Au contraire, on serait vraiment super content d'informer les gens et ça nous fait vraiment plaisir. Mariana, un dernier mot. Dernier mot, moi je vais résumer ce qu'on a dit. Oui. Nous sommes un peuple riche en sa diversité
plusieurs religions, très attaché à sa liberté, à notre histoire, à notre culture, à nos valeurs et à nos traditions et à notre solidarité. Surtout aujourd'hui, notre solidarité, c'est très importante. On est fiers d'être français, on est fiers aussi d'être libanais, c'est notre pays d'origine. Que voilà, on aimerait bien que ça retourne comme avant, où il n'y a plus la guerre, où il n'y a plus des enfants qui meurent tous les jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir aimé le Liban et parlé du Liban aujourd'hui. Merci. Merci. Yuri, alors pour terminer, actualité roubaisienne, l'OFCI Roubaix, donc quelques actus peut-être, il y a des choses qui vont venir ou... Pas vraiment. Pas vraiment, non, mais donc, on a régulièrement des projets à l'international, donc si vous voulez partir 7 à 10 jours à l'étranger, n'hésitez pas à vous rapprocher. Il y a peut-être un numéro de téléphone ou un... OFCI.fr, Oscar, Foxtrot, Charlie, Dao.fr. Voilà, OFCI.fr, donc pour vous mettre un peu aux infos hein, de l'OFCI et de ce qu'elle propose. N'hésitez pas à vous inscrire, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ouais. Merci à vous en tous les cas, ça a été un plaisir de vous accueillir. Merci d'avoir apporté vos témoignages. 5900 Langue de Bois arrive à sa fin. Donc là, l'émission qui va suivre, c'est Berbéritude. Vous étiez vous êtes toujours hein, sur Radio Boomerang 89.7 FM. À très bientôt. Au revoir. Merci. Merci. « 5900 Langue de Bois », une émission présentée par l'association Conscience et Roubaix News sur Radio Boomerang 89.7 FM. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come